bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de massage qui fatigue, de votre travail s'il est assis et si vous passez 7 heures par jour à être assis pour bosser. On va parler aussi du danger des moules, mais pas des moules à manger, des moules, vous savez, des moules en silicone. Il y a une nouvelle enquête qui est sortie, on va un peu détailler ça. Et puis, vous avez dû le voir un petit peu, c'est le retour des cas positifs du Covid. Et j'y pense là parce que hier j'étais à un petit événement, on était plusieurs personnes et on se retrouve à devoir, en fait, on joue à pierre, feuille, papier, ciseaux, quoi, pour se serrer la main. On tend la main, on fait le point, on tend la main, on fait le point. C'était un peu comique. Mais, bon, apparemment, c'est la réalité. On recommence un petit peu à prendre nos précautions de ce côté-là. Donc voilà, j'espère que vous passerez à travers, durant l'hiver pour pas vous empêcher de maintenir, votre routine, fitness, forme et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Bref, allez, on commence avec le premier sujet. Le premier sujet qui s'appelle, alors c'est sur 24heurematin.fr. Si vous faites du télétravail plus de 7 heures par jour en position assise, vous devez marcher au moins une fois par heure. Alors moi j'avais récupéré quelques petites parties de l'article, donc il parle de la marche à pied, coche toutes les cases. Donc je veux pas les tacler, mais marche sur les mains, c'est moins bien. Pour voir les paramètres métaboliques s'améliorer, il faut à la fois augmenter l'activité physique et diminuer le temps passé assis. Marcher rapidement pendant 45 minutes tous les jours ou entrecouper cette activité toutes les heures pendant 5 minutes. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Encore faut-il pouvoir le faire. Quand on est pris dans un flow de travail, et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est mon cas, très souvent quand je suis lancé dans la rédaction d'un article ou dans la préparation d'un cours ou peu importe, m'arracher à cette on va dire séquence de productivité assez passionnée et assez intense, ben j'ai pas du tout envie. Pourquoi ? Parce que si je m'en extrais, m'y remettre va reprendre du temps. Et puis surtout, c'est quelque chose le temps s'accélère tellement qu'on n'a pas l'impression qu'une heure est passée. Donc le conseil qu'il donne, moi je pense que c'est bien pour tous les travails qui sont, on va dire, où vous n'avez pas d'état de flow. L'état de flow, pour rappel, c'est un état, donc flow, F-L-O-W, c'est un concept du livre, je crois que c'est Vivre. Oui, c'est ça, Vivre, donc c'est une traduction d'un bouquin qui explique comment en fait les mécanismes du flow, donc c'est quand vous êtes complètement absorbé par une tâche qui réunit diverses conditions et en fait il vous explique comment le reproduire plus ou moins au quotidien. Mais vous savez, c'est un peu l'état que vous avez pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. C'est un état que peuvent avoir certaines personnes quand ils jouent à un jeu vidéo où le temps s'accélère, ils sont hyper focus et tout ça. Moi je le ressens plutôt par exemple dans des phases de lecture où vous lisez un bouquin qui vous absorbe complètement et puis vous regardez l'heure le soir, parce que moi je lis le soir, vous regardez l'heure, vous dites bon ça va, il est 10h moins le quart, parfait. Alors là il y en a déjà qui sont en train de se dire 10h moins le quart, le type il est déjà au lit. Oui, c'est le cas. Donc 10h moins le quart, moi je me dis c'est bon. Donc je lis sur une Kindle. Je vois l'heure et puis je me lance dans la lecture et puis je relève les yeux et là je vois 22h50. Je fais non, il est tard déjà, il faut que je dorme vite. Et en fait, on s'est pas rendu compte, enfin je me suis pas rendu compte que j'ai été totalement absorbé par la lecture du moment. Et à contrario, parfois il y a des lectures, on se dit allez, il faut que je lise ça, c'est important quand même pour la culture ou autre. Et on se met à le lire, on pense qu'on a lu beaucoup et on regarde, ça fait 5 minutes. Donc voilà. Et ça, là, on peut se dire qu'on n'était pas du tout en état de flow. Donc c'est la même chose pour le boulot. Pourquoi je parle de ça ? Parce que
c'est très difficile dans un état comme ça de se lever. Par exemple, ce matin, je me suis levé tôt, je préparais le podcast, les sujets et tout ça. Durant la préparation, je suis absorbé, donc je peux pas me lever. Mais par contre, entre le moment où j'ai eu terminé la préparation et le moment où je lance l'enregistrement, eh bien, là, je peux me prendre un café, me mettre debout, regarder par la fenêtre, enfin voilà, essayer un petit peu de me dégourdir, de me mettre en position verticale et de tenir un peu ça. Mais bon, voilà. Après, c'est sûr que si... Moi, j'avais donné des tas d'astuces, mais si vous avez un travail assis, sédentaire, donc globalement un travail de bureau, quoi, ou même un travail dans une bagnole, si vous êtes chauffeur, un Uber, ou alors si vous êtes routier ou autre, l'idéal serait d'essayer de voir l'ensemble des tâches que vous faites au quotidien, lesquelles peuvent être faites debout. Et moi, j'avais donné comme conseil, déjà pour tous ceux qui sont en télétravail ou qui font beaucoup de Zoom ou de conférences Skype et toutes ces choses-là, de vous mettre la webcam à un endroit où vous êtes debout. Ou alors de vous créer un espace sur une étagère, sur une commode ou quoi, j'en sais rien, où en fait vous mettre des mini salles de conférence dans votre bureau. Par exemple, la salle de conférence, c'est dans votre bureau, c'est une zone de votre bureau où vous avez le PC portable en hauteur avec la webcam en hauteur. Ça vous permet, si vous faites une réunion de je sais pas, d'une demi-heure, de la faire debout. Déjà, vous allez voir que vous serez plus productif. Aussi, les appels. On passe de plus en plus d'appels, enfin de moins en moins, je pense. Mais quand on passe des appels, souvent les gens sont en train de faire leur mail en même temps. Ouais. Ils écoutent en même temps. Non, ça c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que le cerveau est pas capable déjà d'être sur deux fronts à la fois, sans mauvais jeu de mots. Il est capable juste d'être sur. Si vous êtes concentré à fond sur votre email, vous n'entendez pas la conversation que votre interlocuteur est en train d'avoir avec vous, et vice versa. Donc il faut choisir, et le mieux, si vous êtes au téléphone, vous êtes engagé, levez-vous. Et ça permet d'inclure justement des minutes de marche dans votre quotidien. Mais globalement, si vous avez un travail prenant et vous êtes productif et dans un état de flow, vous vous rendrez compte que cet état de flow, vous pouvez pas le maintenir au-delà de 1 heure, voire 1h30, non-stop. 1h30, c'est déjà énorme. Donc là, à la fin de ça, au lieu de vous relancer dans autre chose, levez-vous et faites quelque chose. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, globalement, vous pourrez pas, si vous êtes par exemple dans un open space avec votre responsable à côté, vous levez tranquille et aller à la machine à café toutes les heures. Il va vous dire, Coco, à un moment donné, t'as des résultats à me rendre. Si tu prends une pause toutes les 45 minutes à 1 heure, ça va pas le faire. Alors que si vous êtes au téléphone, donc en train de démarcher un client, ou j'en sais rien, peu importe, je connais pas votre travail, mais qu'en même temps vous vous levez, vous vous étirez un peu, vous êtes dans la productivité. Vous êtes en train de rapporter du fric à votre entreprise, entre guillemets, et ça sera pas mal vu. Donc, quelles sont les astuces que vous pouvez avoir ? Et ce sont des comportements, en fait, si là, je sais qu'il y a pas mal de patrons qui m'écoutent, pour les employés, c'est bien, parce que ce sont des comportements qui rendent plus productifs. Ça a été démontré que quand on s'active, on réfléchit mieux. Donc, on prend de meilleures décisions, donc potentiellement, votre entreprise tournera mieux, quoi. Un autre chiffre, donc l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, note que 95% de la population adulte française est exposée à un risque de détérioration de la santé en raison de la sédentarité, obésité, diabète de type, j'en sais rien, 2 j'imagine, et maladies cardiovasculaires. Je pense que c'est diabète de type 2, ils ont marqué juste de type. Donc c'est de type 2 j'imagine. Puisque c'est ça c'est le diabète entre guillemets du mode de vie. Je dis bien entre guillemets parce que certaines personnes qui font du sport, qui ont, c'est beaucoup plus rare, mais ils peuvent aussi avoir un diabète de type 2. Donc 95% de la population adulte française est exposée à un risque de détérioration de la santé en raison de la sédentarité. Donc on voit bien et est-ce que le vieillissement, vous savez qu'à la fin on va tous partir de quelque chose, hein. C'est très rare de partir dans le sommeil. En fait, vous savez qu'il y a pas mal de je dirais pas qui, hein, dans les stars, mais je pense que beaucoup d'adultes pensent, même d'enfants, on va dire, pensent que la meilleure mort, c'est de mourir dans son sommeil. Mais je sais pas qui a induit cette croyance. Mais c'est très rare de mourir dans son sommeil. C'est la mort souhaitée de tous, de s'endormir après un bon moment partagé en famille, entre amis, peu importe. Et au-delà de 90 ans, se coucher et pas se réveiller.
C'est l'idéal, on s'en rend pas compte, c'est hop, ça passe crème. Et ça, c'est beaucoup de stars, quand elles sont décédées, leurs proches ont dit il s'est éteint dans son sommeil alors qu'il était malade depuis des années. Ils le disent pas, quoi. Parce que ça fait mieux, quoi. Il a pas souffert, c'est une mort digne dans son sommeil, il s'est apaisé, c'était un super-héros jusqu'à la fin, quoi. Il était voilà. Et ça, c'est vrai que 95% de la population adulte française est exposée à un risque de détérioration. Donc ça, c'est la première partie. Donc si on se base que sur la première partie, je dirais 100%, puisqu'on va tous mourir. Et de la santé en raison de la sédentarité. Et avec l'âge, on sait que ce qui est lié à l'âge, c'est la sédentarité. C'est-à-dire qu'à 90 ans, on sera certainement un peu plus sédentaire qu'on ne l'était à 15 ans. Et donc, est-ce que c'est pas toujours la sédentarité qui conduit un peu au déclin ? Je sais pas, mais si 95% déjà ils arrivent à donner un chiffre aussi haut, je pense qu'on n'est pas loin des 100%, quoi. Voilà. D'ailleurs, par rapport à la mort, je vous invite à lire un livre je crois que c'est Tolstoï, c'est La mort. Alors attendez, je tape en même temps. d'Ivan Illich, je crois, c'est d'Ivan Illich. Et c'est qui ? C'est bien Tolstoï qui a écrit ça ? Oui. Je vous le recommande. Il est court. Et il existe aussi en audio aujourd'hui, un bon petit livre que je vous recommande de lire si vous avez envie de lire sur la mort. Voilà, c'est quelque chose je pense que ce sont des lectures qui sont intéressantes de lire pas trop tard, en fait. C'est de la philo, c'est une approche un peu philosophique, quoi. Mais c'est un roman, mais c'est fiction, roman court. Je sais plus combien de pages il fait, mais bon, voilà, je vous le recommande. Bon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans ce rapport ? Ah oui, 81% des adolescents et 27% des adultes ont un niveau d'activité physique inférieur à celui recommandé par l'OMS. Alors, quel est le niveau d'activité physique recommandé par l'OMS ? L'OMS souligne qu'il n'est jamais trop tard pour devenir plus actif et moins sédentaire et améliorer ainsi son état de santé. Pourtant, 81% des adolescents et 27,5% des adultes ont actuellement un niveau d'activité physique inférieur à celui recommandé par l'OMS. Donc l'OMS là, il précise pas le minimum. Alors moi, de mémoire, il me semble qu'on était sur 150 minutes d'activité cardiovasculaire et 3 séances de renforcement, de ce qu'ils appellent eux le renfo, donc d'activité type muscu, mais bon. Pas bodybuilding non plus, quoi. Donc c'est un peu les Québécois sont bons là-dessus. Ils ont des super sites sur le diabète et tout, et eux ils se sentent un peu, j'ai l'impression, un peu plus concernés par le rôle du mode de vie qu'en France, quoi. Mais bon, bref, les chiffres que je vous donne là, 150 minutes d'activité physique de cardio légère, on va dire, cardio léger plus du renfo. C'est plus 3 séances de renfo par semaine, c'est un peu la moyenne. Mais disons qu'une moyenne d'il y a 20 ans, aujourd'hui, elle peut plus tenir. Pourquoi ? Parce que, je me répète toujours dans chaque podcast, mais le mode de vie se sédentarise, se confortise. Je sais pas si je peux dire les choses comme ça, mais ce Netflix and chills de plus en plus qu'il faut forcément induire de plus en plus d'activité physique. Mais moi, ce que je vois, j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein parce que alors vous qui m'écoutez, on est un peu j'ai envie de dire, on est un peu des privilégiés. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'aimer bouger avec notre corps. Donc c'est quand même une chance, aller dans des événements entre amis, vous regardez un petit peu avec qui vous pouvez parler de sport, sauf si vos potes pratiquent le sport avec vous, mais si vous avez un cercle d'amis assez large, peut-être que vous en avez qui pratiquent pas. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas ce qui domine le sport. Tout le monde a envie d'en faire, tout le monde a envie de reprendre, mais on va dire qu'ils reprennent en septembre et ils reprennent en janvier, mais après le reste du temps, et peut-être un petit peu en juin quand il s'agit de choisir un maillot de bain. Mais sinon le reste du temps, ils sont un peu dans le déni, quoi. C'est tartiflette et compagnie. Donc c'est pour ça que nous, ça nous parle. On est assez convaincus de d'être, on va dire, anti-sédentarité. Mais quelque part, on est des privilégiés parce qu'on aime bouger. Et il faut se mettre à la place des gens qui n'aiment pas bouger.
c'est vrai que eux, il faut les sortir de leur confort et ils n'arrivent pas à comprendre comment le progrès, donc le progrès qui conduit au confort, donc le confort conduit par le progrès, euh, pour eux, ça sert à rien d'aller en arrière parce qu'on a toujours avancé dans le bon sens et que tôt ou tard, on s'adaptera. Et ce qu'ils oublient, c'est que l'adaptation se fera par une forme de sélection et c'est pas à l'échelle d'une génération qu'on va s'adapter. C'est-à-dire que nos gènes ne vont pas s'adapter à la sédentarité, à se dire tiens, on va se mettre à être en bonne santé sans rien faire. Ça n'arrivera pas en fait. Ça va se passer sur des années et des années et des années quoi. Bref. Deuxième article, peu de sport et trop d'écran, nos ados prennent de mauvaises habitudes. Alors, ça c'est un plus vieil article que j'avais vu, que j'avais envie de détailler avec vous. C'est un article toujours pareil sur le même site. Alors, il date un petit peu, hein, mais ça me semblait intéressant juste de vous donner les chiffres. Alors, ce qui nous inquiète, et c'est pour ça qu'on lance une alerte au pouvoir public, c'est que chez les adolescents entre 11 et 17 ans, 2/3 d'entre eux, donc 66%, sont particulièrement exposés à des risques pour la santé simplement parce qu'ils ont plus de 2 heures d'écran par jour et parce qu'ils sont en dessous d'1 heure d'activité physique par jour. Ce sont des seuils de danger. Voilà. Donc, risque cardiovasculaire ou diabète, etc. Enfin, juste pour vous donner ça, parce que souvent, on a le réflexe de l'écran, de la tablette facile quand on est ado. C'est un moyen d'être peinard pour les parents. Hein. Et pour les enfants aussi, au restaurant, c'est facile de, tiens, prends le téléphone, prends la tablette. Voilà, j'ai pas d'enfant, hein. Donc vous avez le droit de me sabrer, j'ai pas d'enfant, et quand ça crie, ça pleure, c'est un outil qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, et je pense que les anciens, s'ils l'avaient eu, ils l'auraient fait aussi. Mais c'est juste, moi je suis pas la morale, je m'en fous, hein. Chacun fait comme il veut, c'est pas moi qui ai les gosses, hein. Donc voilà, quand j'en aurai, je ferai comme je peux, comme tout le monde. Eh bien, pourquoi je dis ça ? Parce que j'aime bien, moi, mettre de la conscience. J'ai toujours trouvé qu'être conscient des choses, ça permettait de pouvoir faire ses choix en toute, comme un adulte, en fait, hein. Tu donnes cet écran à ton enfant, tu l'empêches de faire du sport ou tu le pousses pas un petit peu à aller bouger, à sortir de son canapé, eh bien, voilà ce qui l'attend à long terme. Et vu que aujourd'hui, les parents essayent de se déresponsabiliser au maximum, il faut le laisser s'exprimer, l'enfant, blablabla, à un moment donné, le cadre, enfin, je pense que les psychologues sérieux sont d'accord là-dessus, jusqu'à un certain âge, le cadre, c'est les parents. Et il y a une responsabilité. On a une responsabilité en tant que parent, quand on a des enfants, qui est qu'il faut justement le conduire sur des bons réflexes de vie. Et ça, c'est juste important de le savoir, que l'abus d'écran et de ne pas bouger, même à un âge où on a l'impression qu'on peut tout faire, même boire du coca non zéro, des gâteaux et tout ça, ça n'aura pas d'impact, c'est faux. Il y a un impact, c'est vérifié, et il faut pas se dire bon, quand t'es jeune tu peux tout faire. Tu peux plus faire que quand t'es vieux, mais c'est quand même bête à un moment où on se construit de donner les mauvais matériaux, quoi. Parce que sinon ça va faire une maison qui s'effondre à la première tempête, et j'imagine que c'est pas votre souhait pour vos enfants. Bref, voilà. Donc le deuxième article, là c'était juste une annexe, on va dire, c'était un 1.1 que je vous ai cité. Là c'est le deuxième article. Alerte sur les moules en silicone. Donc selon l'UFC Que Choisir, ces moules, très prisés des pâtissiers, peuvent contaminer les aliments à des niveaux très élevés. L'association annonce saisir la DGCCRF. Alors on a tous vu, vous savez, dans les magasins un peu premier prix, moi-même j'en ai un seul en silicone, j'en ai deux même. Un pour, vous savez, les financiers. Non, c'est pas les financiers, c'est les muffins. Et un pour les cakes en silicone. Pourquoi on utilise ça ? Parce que c'est facile, parce que pour démouler, hop là, on retourne ça comme une chaussette et le truc il tombe. Voilà. Et on laisse pas la moitié de sa préparation dans le moule. Alors moi, j'avais trouvé une astuce depuis des années, hein. C'est de mettre du papier cuisson, qui n'est pas non plus
épargné de perturbateurs endocriniens, le papier cuisson. Mais je mettais un peu de papier cuisson à l'intérieur du moule en silicone, comme ça au moins je le démoulais un peu plus facilement. Et j'évitais d'être trop sur le contact. Après, moi, je vais vous le dire honnêtement, de la cuisson sur moule en silicone, si je le fais 2 fois par an, c'est le bout du monde. Parce que le reste, c'est vraiment quand je veux tenter de faire un cake, un truc comme ça. Mais sinon, globalement, je cuisine dans des plats qui sont sans téflon, enfin, pas de plats, vous savez, avec les revêtements, avec les perturbateurs endocriniens, pas dans du plastique. Tous les contenants que j'ai pour garder les aliments quand je cuisine trop, c'est que du Pyrex ou du verre. Je cuisine dans de l'inox, mes ustensiles sont soit en inox, soit en bois. Enfin voilà, j'essaie vraiment de respecter ça parce que vu que ce sont des réflexes du quotidien, la cuisine, je préfère ne pas trop m'y exposer. Mais c'est important de le savoir parce que je sais que beaucoup cuisinent, beaucoup utilisent ça, c'est quand même pratique. Alors, l'association a étudié 29 moules commercialisés en magasin et sur Internet, après 3 passages successifs au four. Donc, la conclusion, au global, pas moins de 23 moules sur 29 sont jugés peu sûrs au regard de leurs résultats, explique l'association. La plupart laissent migrer vers les aliments des substances en quantité élevée, voire dans certains cas, des substances particulièrement dangereuses. Donc ils ont étudié, alors c'est l'UFC que choisir, c'est pas moi qui dénonce, attention. L'exemple du moule Tupperware pour 6 mini-gâteaux qui, selon elle, émet 15 fois plus de substances à la 3e cuisson qu'à la première, ou encore les moules Carrefour Home 18 mini-muffins et AliExpress à 6 donuts x2 qui larguent des substances particulièrement préoccupantes susceptibles de provoquer des cancers ou des dommages pour les fonctions reproductrices comme l'octaméthylcyclotétracyloxane, à vos souhaits. Donc c'est l'UFC que choisir qui a fait cette enquête-là, qui ils s'engagent, voilà, c'est eux qui s'engagent à balancer ces noms-là. Allez voir, le lien est dans les notes de cette émission. Donc je reprends les citations. Le site c'est Les Échos qui partagent ça. Donc les niveaux de substances émises sont parfois considérables et dépassent pour certains moules la limite maximale prévue par la réglementation française pour l'ensemble des substances, assure l'UFC. Celle-ci distribue néanmoins quelques bons points, notamment au moule Tefal Kit 8 animaux 3D Pro Flex et Ikea Tarte Bac Diamant, qui selon elle sont quasiment inertes vis-à-vis des aliments. Donc je trouvais important d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans une période de fête et que c'est une actualité, et aussi que vous allez certainement cuisiner un petit peu plus que d'habitude. Et donc si vous pouvez éviter en plus de vous contaminer le tour de taille, de vous contaminer tout court, ça peut être intéressant de savoir ça. Pourquoi ? Parce que si vous allez faire 2-3 courses de Noël et que vous vous dites tiens, ce serait temps d'aller renouveler le plat à cuisson et tout, ne choisissez pas du silicone, quoi. Essayez d'éviter. Et je sais que c'est toujours compliqué parce que quand on a ces plats depuis des années, on se dit oh là là, c'est un certain budget, s'il faut tous que je les rachète, c'est dommage. Commencez par un. Vous en achetez un en inox là, ou en Pyrex, ou enfin voilà. Et alors moi j'ai les gros plats, vous savez les gros, comme les gros plats à lasagne et tout, mais en Pyrex quoi. Et puis vous en achetez un, ou en verre quoi. Vous en achetez un et puis vous alternez, et puis après vous en achetez un autre, voilà, une fois par an quoi. Comme ça au moins sur 3-4 ans vous avez renouvelé, et puis après c'est toute une vie que vous en profiterez quoi. Et puis bon, un peu comme faisaient les anciens quoi. Si vous voulez pas que ça attache, un peu de graisse de coco au fond, au lieu de mettre du beurre, ou un peu d'huile d'olive si c'est des cuissons douces. Et puis, si vous utilisez de la farine X ou Y, alors pas de la farine de blé mauvaise qualité, mais si vous cuisinez à l'épeautre, au sarrasin, ou même à la châtaigne, mettez un petit peu de farine au fond du plat, ça aide à ce que ça n'attache pas trop, quoi. Bref. Sujet suivant. Pourquoi les massages fatiguent-ils ? Alors, moi j'aime bien les massages, mais les massages, pas les automassages, même si c'est bien de faire des automassages, je dis pas, quand on a mal quelque part, c'est toujours agréable de se faire un petit automassage, mais les massages en couple, quoi, les massages, vous regardez une série et à tour de rôle vous vous massez, c'est quand même sympa de pouvoir se détendre comme ça, de trouver un rythme comme ça. Pourquoi ça fatigue les massages ?
sur le site que j'ai regardé, donc vous avez le lien aussi dans les notes de cette émission, en fonction de la sensibilité, de la posture ou du traumatisme subi, un patient peut ressentir des courbatures ou être excité au point d'avoir du mal à s'endormir le soir venu. L'un des symptômes les plus récurrents est cependant une sensation de fatigue après un massage. Légère ou plus importante. Face à cette impression, les patients peuvent paniquer et se demander si cette réaction est normale. Soyez rassurés, si cela est votre cas, c'est tout à fait normal et même un signe que votre corps va mieux. Alors là, il parle certainement... Quand ils parlent patient, ça doit être quand ils vont dans un institut spécialisé chez certains praticiens. Donc j'imagine des physiothérapeutes, quoi. Donc ils disent après, la fatigue a un effet secondaire positif du massage. Un peu comme une séance de sport, un massage réalisé par un professionnel sollicite les muscles. Oui. Si le sport ou les blessures peuvent les affecter, les tensions mentales les impactent également. Donc les muscles. Quand une personne stressée sort d'une séance de massage, ses tensions disparaissent, je dirais plus s'apaisent, parce que moi des fois j'ai des tensions qui ne disparaissent pas mais s'apaisent. Le corps cherche alors à retrouver un état d'équilibre, un certain équilibre, et pour cela il a besoin de repos. Donc on est fatigué. Donc ils disent l'apparition de la fatigue peut également dépendre de la durée ou du type de massage. Par exemple, les massages shiatsu ont comme un effet secondaire notable une fatigue importante après une séance. Toutefois, cette fatigue est provoquée par la libération de points d'énergie dans plusieurs zones du corps. Donc globalement, c'est un bon point d'être fatigué après un massage parce que ça veut dire que votre corps, ça y est, il relâche quelque chose, on a tous, vous savez, je pense que les massages, on a tous plus ou moins, je pense, offert un massage à un proche, que ça soit à votre nana, à votre frangin, frangine, papa, maman, grands-parents, etc. Quand on a une personne autour de nous qui est un peu trop stressé ou qui traverse une période un peu mouvementée. D'ailleurs, je vous balance une bonne idée de cadeau. Si autour de vous, on est tous stressés en ce moment, hein, je vous rassure, il faut vendre un rein pour aller s'acheter à manger. Enfin, je grossis le trait volontairement, hein. Mais on vit tous la même chose au niveau du surcoût alimentaire, de la vie de l'essence, de l'énergie et tout en ce moment. Donc on est tous stressés. Mais globalement, il y a des gens qui peuvent traverser des périodes de stress très intenses. Je sais pas, une personne se sépare, ou vient de se retrouver au chômage, ou passe, je sais pas moi, un examen important, ou vient d'apprendre une maladie ou X ou Y, peu importe. Le niveau de stress, il y a des gens qui actuellement vont traverser des périodes un peu plus stressantes. Je vous donne un tuyau, offrez-lui un petit massage dans un institut proche de chez elle. Alors ne lui offrez pas un truc si elle est stressée qui est à 30 bornes, 40 bornes de chez elle. Ça sert à rien Pourquoi ? Parce que essayez de trouver dans le même village. Vous avez toujours un petit masseur, un petit centre d'esthétique là qui pourrait vous faire un bon cadeau pour un massage. L'idée derrière, si vous voulez lui faire le vrai cadeau, vous l'amenez et vous venez la chercher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un massage, c'est bien si derrière, vous vous restressez pas. Et reprendre la bagnole. Admettons, vous avez un massage à 17h, vous le terminez à 18h, à l'heure un peu de pointe, pour rentrer chez vous, c'est mort, quoi. Vous rentrez chez vous, les effets du massage, ils sont niqués. Donc essayez, si vous le faites comme cadeau ou si vous l'offrez à vous-même, hein, c'est des super cadeaux à vous faire à vous-même. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas, les gens vous disent autour de vous, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux pour Noël ? Un bon massage, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, ça peut être gratuit si vous le faites offrir par les mains de votre amoureuse ou amoureux. Ne faites rien derrière. Laissez-vous vous reposer, quoi. Pourquoi ? Parce que votre corps est en train de chercher un état d'équilibre, justement pour j'aime pas ces mots-là un peu ésotériques, mais se réaligner derrière. Si vous vous refoutez dans les transports en commun ou les bouchons, dans le stress, ça sert à que dalle, quoi. Ou si vite, le massage doit pas durer plus d'1 heure parce qu'après il faut aller chercher les gosses. Non. Trouvez un créneau où derrière, vous avez peut-être une bonne heure, 1h30, où vous allez pouvoir vous prendre une douche chaude pour enlever l'huile, même la laisser un peu pénétrer pendant une demi-heure, puis après derrière vous prendre une douche chaude, voire même un bain, vous détendre, faire un bon petit plat tranquille, et puis après aller vous coucher. Ce serait l'idéal. En tout cas, super idée de cadeau, qui peut être vraiment tourné vers l'autre, parce qu'on l'oublie un peu, mais on a du stress, mais d'autres en ont parfois plus que nous.
Donc très bonne idée cadeau, et c'est pas juste l'acte, comme je vous disais, d'offrir un massage, c'est aussi d'assister la personne derrière pour qu'elle ait rien à faire en fait, pour qu'elle ait juste à se faxer sous la couette et dormir presque, dans l'idéal. Voilà. Est-ce que vous êtes du matin ? Est-ce que vous faites partie des gens du matin ? Moi, pas du tout. Pourtant, il y a des gens, alors maintenant je le suis devenu, un peu plus, même beaucoup plus, mais il y a des gens, ils ouvrent les yeux, ils sont capables d'enclencher une vie à 100 à l'heure dès le matin. Moi, globalement, si j'observe un petit peu ma tendance naturelle, le matin, j'ouvre un œil. Enfin, quand je me souviens, quand j'étais jeune adulte, même si je suis toujours jeune adulte, mais on va dire fin ado, jeune adulte, donc à la vingtaine, le réveil sonne, il prend une pêche, j'ouvre un œil, l'autre, et je me regarde dans la glace, on a l'impression que j'ai fumé l'équivalent de la forêt amazonienne d'un coup, et puis je me prépare à manger, je bois mon café, etc. Puis le problème, c'est que 3 heures après, je me regarde dans la glace, j'ai toujours la même tronche. Donc c'est quelque chose, ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais c'est les spécialistes l'appellent l'inertie du sommeil, c'est-à-dire que cette tête dans le cul qui dure, en fait, cette léthargie qui dure, eh ben dites-vous une chose, c'est que vous pouvez avoir un contrôle dessus. Être en forme au réveil, c'est ce que j'ai noté là dans c'est la dernière partie du podcast, hein, vous le retrouverez en note d'émission. Être en forme au réveil n'est pas qu'une question de sommeil. Si vous appliquez certains conseils issus des dernières recherches, vous pouvez vous lever du bon pied avec un taux de réussite de 90%. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, notamment par exemple, c'est quand c'est samedi, moi j'enregistre le lundi, mais samedi dernier, j'ai ouvert les yeux, je me suis peut-être couché un peu tard la veille et tout ça, mais j'ai ouvert les yeux à 11h. 11h, ça me faisait des années que je n'avais pas ouvert les yeux aussi tard. J'ai passé derrière la pire journée depuis un certain temps. J'avais l'impression que j'étais malade, que j'étais pas bien, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de se lever tard, comme ça, de défoncer son rythme de sommeil, ça vous met la tronche à l'envers. Au contraire, quand on se lève tôt, quand on retrouve son rythme physiologique normal, on sent qu'on a plus d'énergie, plus de pêche et tout ça. Donc trop dormir n'est pas bon, pas assez dormir n'est pas bon, mais globalement, il y a plein de choses à faire pour avoir un taux de réussite pour se lever du bon pied à hauteur de 90%. Donc il y en a qui vont dire « moi ça marche pas ». Mais il y a tellement de choses à faire, tellement de petits réflexes à faire que c'est bon de les connaître. Pourquoi ? Parce qu'on a tous, parfois, besoin d'être en forme. Admettons, vous allez à un baptême, un mariage, ou vous allez à je sais pas moi, un examen, je sais pas, peut-être que vous passez votre code de la route, votre permis de conduire, ou tout simplement un diplôme, ou vous avez une réunion importante, ou une séance de sport intensive dans la journée, ou une compétition sportive, peu importe, faire une randonnée ou autre, et vous avez besoin, ce jour-là particulièrement, d'être en forme. C'est quand même rassurant de vous dire que vous avez le contrôle sur votre forme ce jour-là. Alors, il y en a qui vont dire, c'est pas possible. Bien sûr, c'est pas possible à 100%, mais 90%, c'est quand même pas mal. Et je veux dire que vous aurez 9 chances sur 10 d'être en forme. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est pas de le faire uniquement le jour J. C'est de le faire, de vous tester avant. Pourquoi ? Parce que si vous vous testez avant, vous allez pouvoir affiner votre méthode et passer de 90 à 95%. Et c'est toujours ça de gagner. Donc, on va voir ensemble dans cette partie-là, il faut aller en description, là, c'est pour les abonnés. L'effet paradoxal du sommeil sur la forme matinale. L'activité physique, attention à bien faire. Le petit déjeuner idéal n'est pas celui que vous pensez. Parce que beaucoup pensent on a beaucoup parlé ces dernières années. Et je vous parle pas d'un petit déjeuner sucré et tout ça. Je vous parle des nouveaux petits déjeuners qu'on parle à la mode en ce moment, qui seraient censés vous mettre de bonne humeur et tout. Enfin, non, c'est pas ce qu'on pense. La génétique ne prédit rien. Donc, et si vous pensez que c'est génétique, laissez de côté ça. 6 astuces pour vous lever frais comme un gardon, et vous aurez le PDF et le cours en vidéo. Allez le voir parce que honnêtement, ça vous apprendra vraiment à mettre toutes les chances de votre côté pour avoir vraiment un réveil du bon pied, quoi. Et le réveil, dites-vous bien une chose, c'est que ça se passe forcément avant de se réveiller. Donc c'est pas ce que vous faites dès le réveil, c'est ce que vous ferez peut-être avant le réveil.
Donc c'est important voilà. Donc allez voir, vous avez le lien dans les notes de l'émission là, ou vous l'avez peut-être reçu par mail d'ailleurs. Allez voir vos mails, vos spams, parce que parfois ça arrive en spam. Et comme ça, vous aurez accès à cette version longue du cours qui s'appelle Morning Routine. Ça ne sert à rien. Et 6 astuces pour se lever vraiment du bon pied à tous les coups. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.